Maud Montgomery, La maison au pignon vert, collection Anne. Tu es né sous une bonne étoile, âme de feu et de rosée. Browning. À la mémoire de mes parents. Chapitre 1. La grande surprise de Madame Lint. Madame Rachel Lint habitait à l'endroit précis où la grande route d'Avonlea plongeait brusquement dans le creux d'un vallon bordé d'aunes et de fuchsias et traversé d'un ruisseau qui prenait sa source dans le bois en arrière de la vieille maison Colbert. On disait que ce ruisseau impétueux serpentait à travers le bois par un mystérieux dédale de méandres, de cuvettes et de cascades, mais, une fois arrivé à Lyn's Hollow, il se transformait en un ruisselet paisible, parfaitement discipliné, car même un ruisseau n'aurait pu passer devant la porte de Madame Rachel Lynn sans soigner son apparence et ses bonnes manières. Il était sans doute fort conscient, ce ruisseau, que Madame Rachel, assise derrière sa fenêtre, prenait bonne note de tout ce qu'elle apercevait, à commencer par les enfants et les cours d'eau. Il savait bien que, pour peu qu'elle remarquât quelque chose d'étrange ou de déplacé, elle ne serait en paix qu'après avoir compris le pourquoi et le comment. Bien des gens à Avonlea, comme ailleurs, s'occupent des affaires de leurs voisins et négligent les leurs. Pour sa part, Madame Rachel Lynn était une de ces créatures particulièrement douées qui peuvent à la fois s'occuper de leurs affaires personnelles et mettre le nez dans celles des autres. C'était une maîtresse de maison hors pair. Elle s'acquittait toujours à la perfection de ses tâches domestiques. Elle dirigeait le club de couture, aidait à organiser le cours de catéchisme pour l'école du dimanche, et s'était instituée pilier de la société bienfaisante de son église et des auxiliaires de mission pour l'étranger. Pourtant, en dépit de toute cette activité, Madame Rachel trouvait le temps de rester assise des heures durant à la fenêtre de sa cuisine pour tricoter des courtes pointes à la chaîne de coton. Elle en avait tricoté 16, c'est ce qui se racontaient avec admiration les femmes d'Avonlea, tout en parcourant de son regard perçant la route principale qui, ayant traversé le vallon, montait en s'essoufflant la butte rouge que l'on voyait au loin. Comme Avonlea occupait une petite presqu'île triangulaire qui faisait saillie dans le golfe de Saint-Laurent, on n'avait d'autre choix pour en sortir ou y entrer que de passer par la route de la colline. On n'échappait donc jamais à l'œil inquisiteur de Madame Rachel. Un après-midi de début juin, elle était à son poste. Le soleil, brillant et chaud, dardait ses rayons sur la fenêtre. Le verger, en contrebas de la maison, oisissait, comme une jeune mariée, et toutes ces fleurs autour desquelles bourdonnaient des milliers d'abeilles. Thomas Lint, un petit homme doux que les habitants d'Avonlea appelaient le mari de Rachel Lint, semait ses graines de navets tardifs dans le champ de la colline, en arrière de la grange. Matthew Colbert aurait dû, lui aussi, en semer dans le grand champ rouge près du ruisseau, vers le domaine de Green Gables. Madame Rachel savait bien qu'il devait s'y mettre incessamment. La veille, elle avait entendu mentionner à Peter Morrison, dans le magasin de William Chibler à Carmody, qu'il comptait commencer le lendemain après-midi. C'est Peter qui le lui avait demandé. Bien sûr, on n'avait jamais entendu Matthew Colbert se confier de lui-même à quelqu'un. Or voici qu'à 3h30, en plein après-midi d'une journée de travail normale, Matthew Colbert menait calmement son attelage, traversant le vallon, remontant la colline. Bien plus, il portait un col blanc agrémenté de son plus beau costume, ce qui prouvait bien qu'il quittait Avonlea. Enfin, il avait pris le boger et la jument alezane, signe incontestable qu'il comptait se rendre fort loin. Mais où donc pouvait bien aller monsieur Matthew Colbert, et dans quel but? Madame Rachel, par d'habiles rapprochements, de faibles indices, aurait pu sans peine trouver la réponse à ces deux questions, s'il s'était agi de n'importe quel homme. Mais Matthew, lui, quittait si peu sa maison qu'il devait sans doute obéir, ce jour-là, à quelques impératifs aussi urgents qu'inhabituels. Il était en effet l'homme le plus timide qui fût, et il détestait se rendre à un lieu étranger, ou à quelques endroits où il eût risqué de devoir parler. Matthew, bien habillé avec son col blanc, conduisant un buggy, cela n'arrivait pas souvent.
Madame Rachel, de quelque manière qu'elle aborda ce problème, n'y trouvait pas de solution, et tout le plaisir qu'elle eût pu retirer de son après-midi s'en trouva gâché. Je ferai un saut à Green Gable après le thé, et je tirerai les verres du nez à Marilla, se dit pour finir cette noble femme. Il ne va pas à la ville en général à cette époque-ci de l'année, et il ne rend jamais visite à personne. S'il n'avait plus de semences de navets, il ne s'habillerait pas si bien et ne prendrait pas le bouquet pour aller en chercher d'autres. Et il n'allait pas assez vite pour se rendre chez le médecin. Et pourtant, depuis hier soir, il a dû se passer quelque chose pour qu'il prenne la route. C'est un vrai mystère, un vrai, et je ne serai pas tranquille avant d'avoir trouvé ce qui a incité Matthew Colbert à quitter Avonlea aujourd'hui. Voilà pourquoi, sitôt le thé pris, Madame Rachel fila. Elle n'avait pas à aller loin. La grande maison où vivaient les Colbert, pleine de coins et de recoins, abritée par des vergers, était à peine un quart de mile de Lindsay par la route. Bien sûr, la longue allée ajoutait considérablement à cette distance. Le père de Matthew Colbert, aussi timide et silencieux que son fils, avait acheté, lorsqu'il avait fondé son domaine, à prendre le plus possible ses distances face à ses semblables, sans pour autant s'isoler totalement dans les bois. Les bâtiments de Green Gable étaient construits à l'extrémité la plus éloignée des terres et qu'il avait défrichées, et les Colbert y étaient toujours installés, à peine visibles depuis la route principale, bordée par les autres maisons d'Avonlea, si gracieusement situées. Pour Madame Rachel Lynde, vivre à un tel endroit, ce n'était pas vivre tout bonnement. Tout juste résider, voilà ce que c'est, se disait-elle en foulant l'allée pleine d'herbe et d'ornières, bordée d'églantiers. Je ne suis pas surprise du tout que Matthew et Marilla ne soient tous les deux un peu bizarres à force de vivre tout seuls dans un endroit pareil. Les arbres ne constituent pas la meilleure des compagnies. Il n'en manque pourtant pas. J'aime bien mieux les gens quant à moi. Je dois dire que les Colbert, eux, semblent s'y plaire. Mais c'est vrai, je pense qu'ils en ont pris l'habitude. Une créature se ferait à tout, même à être pendue, comme dirait un Irlandais. Sur ces bonnes paroles, Madame Rachel, sortant de l'allée, déboucha dans la cour de Green Gable, bordée d'un côté d'un vieux saule à l'allure de patriarche, et de l'autre de forts pimpants peupliers d'Italie. Dans cette cour si verdoyante, si propre, nette, on n'apercevait pas l'ombre d'un bout de bois ou d'une roche. S'il y en avait eu, Madame Rachel n'aurait pas manqué de les voir. En privé, elle confessait qu'à son avis, Marilla Colbert devait déblayer cette cour aussi souvent qu'elle balayait la maison. On aurait pu manger par terre sans rencontrer le moindre grain de poussière. Madame Rachel frappa d'un coup sec à la porte de la cuisine et entra dès qu'on l'y eut invitée. La cuisine de Green Gable était un endroit charmant, ou du moins l'aurait été, si elle n'avait pas été étouffée sous une propreté excessive. Celle impeccable d'une salle de réception qui ne servait jamais. Les fenêtres étaient orientées vers l'est et vers l'ouest. Par celle de l'ouest, qui donnait sur la cour arrière, entrait à flot la lumière douce du soleil de juin. Mais celle de l'est, par où se profilaient les fleurs blanches de cerisier dans le verger de gauche, et des silhouettes minces de bouleaux inclinées dans le creux près du ruisseau, était masquée par des vignes enchevêtrées. C'est là que s'installait Marilla Colbert lorsqu'elle trouvait le temps de s'asseoir, se méfiant toujours un peu des rayons du soleil. Elle les trouvait trop légers, trop dansants, incompatibles avec son univers devant absolument être pris au sérieux. C'est donc là qu'elle s'était assise pour tricoter. Derrière elle, la table à souper était déjà mise. Madame Rachel, avant même d'avoir fermé la porte, avait déjà pris une bonne note de tout ce qui se trouvait sur cette table. Comment ne pas remarquer les 3 assiettes vides, preuve que Marilla attendait que quelqu'un revienne avec Matthew pour prendre le thé? Le couvert, pourtant, était celui de tous les jours, et il n'y avait qu'un bocal de conserve de pommes sauvages et un seul et unique gâteau. L'invité attendu ne devait rien avoir de bien spectaculaire. Mais alors, pourquoi le col blanc de Matthew et la jument à Lausanne? Madame Rachel commençait à avoir le vertige à force de chercher à percer ce mystère inhabituel qui entourait le domaine si placide, si secret de Green Gable. Bonsoir, Rachel, dit Marilla d'un ton brusque. C'est réellement une belle soirée, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas vous asseoir? Et comment va votre monde? Entre Marilla Colbert et Madame Rachel, en dépit de tout ce qui semblait les opposer, à moins que ce ne fût précisément à cause de cela,
Il avait toujours existé quelque chose que l'on doit bien, à défaut de termes plus précis, qualifier d'amitié. Marilla était une grande femme et mince, au corps anguleux sans la moindre rondeur. Quelques mèches grises striaient sa chevelure noire, toujours enroulée derrière la tête, en un petit chignon noir très serré, que transperçaient deux épingles en métal. Elle avait l'allure d'une femme un peu d'expérience, aux idées rigides, ce qu'elle était, mais un imperceptible mouvement de lèvres laissait deviner qu'elle aurait peut-être pu, si elle avait accepté de laisser s'exhaler davantage, faire preuve d'un certain sens de l'humour. Nous allons tous très bien, dit madame Rachel. J'avais peur, cependant, que ce ne soit pas le cas chez vous quand j'ai vu Matthew partir aujourd'hui. J'ai pensé qu'il allait peut-être chez le médecin. Marilla, qui avait compris, plissa légèrement les lèvres. Elle s'était attendue à la visite de Rachel. Elle savait bien que de voir Matthew se mettre en route sans aucune raison évidente ne manquerait pas de piquer au vif la curiosité de la voisine. Oh non, je me porte à merveille, même si j'ai eu un violent mal de tête hier, fit-elle. Matthew est parti à Bright River. Nous allons recevoir un petit garçon qui vient d'un orphelinat de la Nouvelle-Écosse. Il arrive par le train du soir. Marilla aurait affirmé que Matthew était allé à Bright River chercher un kangourou venu d'Australie. Les faits n'auraient pas été plus sidérants. Madame Rachel resta, de fait, bouche bée, pendant quelques secondes. Il était, bien sûr, impensable que Marilla se moquât d'elle, mais Madame Rachel ne put s'empêcher d'y songer. Vous êtes sérieuse, Marilla demanda-t-elle lorsqu'elle eut retrouvé la voix. Oui, bien sûr, répondit tranquillement Marilla, tout comme si le fait de recevoir des petits garçons issus d'orphelinats de la Nouvelle-Écosse faisait partie, à Avonlea, dans une ferme bien organisée, de l'ordinaire de chaque printemps, et comme si ce n'était pas une stupéfiante innovation. Madame Rachel se sentit subitement très secouée, comme par une décharge électrique. Son esprit se mit à fonctionner en point d'exclamation. Un garçon, Marilla et Matthew Culbert, eux, adoptaient un garçon, venu d'un orphelinat. Eh bien, le monde allait basculer sans dessus-dessous. Plus rien ne parviendrait à la surprendre après ce coup-là. Plus rien. Mais diable, qu'est-ce qui vous a mis une idée pareille en tête, s'enquit-elle encore, d'une voix désapprobatrice. C'était que cette initiative avait été prise sans qu'on la consulte. Il fallait, par voie de conséquence, qu'elle désapprouve absolument. Eh bien, nous pensions depuis un bon moment, nous y avons songé tout l'hiver, en fait, rétorqua Marilla. Madame Alexander Spencer était ici la veille de Noël, et elle nous a dit qu'elle allait adopter une petite fille de l'orphelinat de Uptown au printemps. Sa cousine vit là-bas, et Madame Spencer lui a rendu visite, et connaît maintenant le sujet à fond. C'est comme ça que Matthew et moi avons eu l'idée. On en a parlé, et on a pensé faire venir un petit garçon. Matthew vieillit, vous savez, il a 60 ans, il n'est plus aussi vif et vigoureux qu'il l'était. Son cœur lui cause beaucoup de soucis, et vous savez combien il est difficile de trouver du personnel pour vous aider. Les seuls que l'on peut avoir, ce sont ces stupides petits Acadiens, des demi-portions, et une fois que vous avez réussi à en entraîner un à faire ce que vous voulez de lui, voilà qu'il vous laisse et qu'il part pour des conserveries de homards ou aux États. Tout d'abord, Mathieu a proposé que nous prenions un petit immigrant du docteur Barnado, mais j'ai carrément refusé. Ils sont peut-être très bien, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, pas de ces petits chiens perdus sans collier, ai-je dit. Au moins qu'il soit né ici. Il aura toujours un risque, bien sûr. On ne sait jamais sur qui on tombe. Mais je me sentirais l'esprit plus tranquille et je dormirais mieux la nuit si on prenait un enfant né au Canada. C'est pour cela qu'en fin de compte, on a demandé à Madame Spencer de nous en choisir un lorsqu'elle irait chercher sa petite fille. Nous avons appris la semaine passée qu'elle s'y rendait et nous lui avons donc fait dire par les gens de Richard Spencer à Carmody de nous ramener un brave garçon gentil et intelligent, de 10 ou 11 ans environ. Nous avons décidé que c'était le meilleur âge, juste assez vieux pour se rendre un peu utile tout de suite pour les tâches qu'il faut faire, et encore assez jeune pour être mis au pas comme il le faut. Nous avons bien l'intention de lui offrir une bonne maison et une bonne instruction. Nous avons reçu aujourd'hui un télégramme de Madame Alexander Spencer. Le facteur vient de l'apporter de la gare, nous disant qu'elle-même et le petit garçon arrivaient ce soir par le train de 5h30. C'est pourquoi Matthew s'est rendu à Bright River. Il est allé chercher l'enfant.
Madame Spencer l'aidera à descendre à la gare. Elle, bien entendu, continuera son voyage jusqu'à la gare de White Sands. Madame Rachel se faisait un devoir de toujours dire ce qu'elle pensait. Elle décida de le faire à cet instant même. Son esprit était parvenu à assimiler cette incroyable nouvelle. Eh bien, Marilla, je ne vais pas vous le dire sans hésiter, que je pense que vous faites quelque chose de tout à fait insensé, de tout à fait dangereux, si vous voulez mon avis. Vous ne savez pas à quoi vous vous exposez. Vous emmenez un enfant inconnu dans votre maison, dans votre foyer, sans rien savoir de lui, ni de son caractère, ni de quels parents il est né, ni de ce qu'il risque de devenir. Vous savez, je lisais, pas plus tard que la semaine dernière, dans le journal, l'histoire de cet enfant qu'un couple de l'ouest de l'île a adopté. Il sortait d'un orphelinat, il a incendié leur maison une nuit. Il a mis le feu, par pure méchanceté, Marilla, et il les a presque grillés tous vifs dans le lit. Et je connais une autre histoire, celle de cet enfant adopté qui gobait des œufs tout crus. Ils n'ont jamais réussi à le débarrasser de cette désestable attitude. Si vous m'aviez demandé conseil, ce que vous n'avez pas fait soit dit en passant, je vous l'aurais dit, grand Dieu, de ne pas vous lancer dans une pareille affaire. Voilà ce que je vous aurais dit. Ces jérémiades ne semblèrent guère offenser Marilla, ni lui occasionner quelques inquiétudes que ce fût. Elle tricotait calmement. Je ne dis pas qu'il n'y a rien de valable dans tout ce que vous avancez, Rachel. J'ai eu mes doutes, moi aussi. Mais Matthew, lui, était fermement décidé, je l'ai bien vu. Alors j'ai cédé. Matthew est si rarement résolu à faire quelque chose que, lorsque c'est le cas, je pense que mon devoir est d'accepter. Quant au risque, il y en a dans toutes les créatures humaines entreprenantes en ce bas monde. Si on va au fond des choses, il y a même des risques à avoir des enfants à soi. Les résultats ne sont pas toujours brillants. Et puis, la Nouvelle-Écosse n'est pas si loin de l'île. Ce n'est pas comme s'il venait d'Angleterre ou des États. Il ne sera pas très différent de nous autres. Bon, j'espère que tout se passera bien, dit madame Rachel d'une voix qui cachait mal une douloureuse inquiétude. Mais ne me venez pas me dire que je ne vous avais pas prévenu s'il met le feu à Green Gable ou s'il vide de la strychnine dans le puits. J'ai entendu parler d'un cas, au Nouveau-Brunswick, où un enfant venu d'un orphelinat a fait cela et où toute la famille est morte après d'atroces souffrances. Mais cette fois-là, c'était une petite fille qu'il s'agissait. Eh bien, nous, ce n'est pas une petite fille que nous adoptons, dit Marilla, comme si le fait de déverser du poison dans le puits eût constitué une particularité féminine qui n'était pas à redouter de la part d'un garçon. Je n'imaginerai jamais en train d'adopter une fille. Je me demande comment madame Alexander Spencer peut s'y résoudre. Mais après tout, il est vrai qu'elle serait disposée à adopter un orphelinat au grand complet. Madame Rachel aurait souhaité rester jusqu'à ce que Matthew revînt avec le petit orphelin importé, mais réfléchissant qu'il faudrait encore 2 bonnes heures d'attente, elle préféra continuer sa route jusque chez Robert Bell pour lui faire part de la nouvelle. Cela produirait certainement son effet, et il n'y avait rien que madame Rachel aimait mieux que faire sensation. Elle prit donc congé de Marilla, à la grande satisfaction de celle-ci, qui, influencée par les sombres propos de madame Rachel, sentait ses doutes et ses craintes se raviver. J'aurais tout vu, écruta madame Rachel une fois qu'elle fut dans l'allée, à bonne distance de la maison. Il semble que je rêve tout éveillé, mais c'est surtout pour ce pauvre genou que je m'inquiète. Matthew et Marilla ne connaissent rien aux enfants, et ils vont s'attendre à ce qu'il soit sage et plus intelligent que son grand-père, à supposer qu'il n'ait jamais eu de grand-père. Ce dont on peut douter. Il me semble étrange de se représenter un enfant à Green Gable. Il n'y en a jamais eu, puisque Matthew et Marilla étaient déjà grands quand ils ont construit la nouvelle maison. Ont-ils jamais été enfants? Difficile à imaginer qu'ils l'aient été. À les regarder maintenant, je n'aimerais pas être dans les sabots de cet orphelin. Voilà pourquoi je le prendrai en pitié vraiment. Ainsi, madame Rachel, ardente, passionnée, généreuse, s'adressait-elle aux églantiers, mais si elle avait pu entrevoir l'enfant qui attendait alors patiemment à la gare de Bright River, sa pitié aurait été plus sincère et plus profonde encore.